Et nous allons maintenant ouvrir l'affaire du label. Monsieur Thomas Bonnet, dans le Figaro du jour, Gérard Larcher s'exprime sur la question de la labellisation des médias que le président soutient. On n'a jamais dit autre chose, il les initie. On n'a jamais dit que c'était un label d'État, mais il veut donner à RSF. Donc RSF... D'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure de la une du Nouvel Observateur, j'ai vu que ça fait beaucoup réagir. Eux, ils ont le label RSF. Hein. Ah oui. Non mais c'est intéressant, le fameux label. Voilà, ils l'ont. Eux, ils ont le label. Bon. Ça peut avoir un effet inverse d'ailleurs. Obtenir ce label pourrait in fine devenir plus stigmatisant. Tout dépend qu'ils donnent. Philippe, ben oui, mais en fait, ça, comment dire, ça n'a pas de sens qu'il y en ait un, Philippe. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais si je peux émettre, non pas une contradiction, Pascal, dans la mesure où à l'heure actuelle, il y a deux camps médiatiques qui sont dans un état de belligérance absolue. Est-ce que vous ne pensez pas que si on avait pu trouver, et c'est impossible aujourd'hui dans notre climat, une instance totalement irréprochable pour départager, est-ce que ça n'aurait pas été une bonne idée ? Quoi ? Je veux dire, parfois, il y a des informations qui sont justes, d'autres qui sont fausses. À l'heure actuelle, c'est effrayant de voir le combat qui existe. Il y a des informations qui apparaissent fausses et qui deviennent justes avec le temps. Mais qu'est-ce que nous reproche, par exemple, d'abord, nous, on n'attaque personne, on a été attaqué. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que CNews, par exemple, le Journal du Dimanche et Europe 1 ont eu un certain écho ? C'est que nous avons entendu des voix qui étaient nulle part entendues ailleurs. Richard Millet en est l'exemple. Richard Millet n'avait pas le droit de parler sur aucun média. Vrai ou faux ? Oui. Bon, c'est une voix intéressante, peut ne pas être d'accord avec lui, comme toujours, etc. Il était blacklisté. Il se trouve que moi, je le connaissais, j'avais lu ses livres, je le trouve intelligent, pertinent, sympathique, etc. Je lui ai dit, venez nous parler. Ouais. Bon, donc qu'est-ce que nous reproche le système ? C'est de donner précisément la parole à M. Richard Millet. Excommunié. Pourquoi ? Parce qu'il avait fait un livre qu'il ne fallait pas écrire sur Anders Breivik. Où il avait fait un livre qu'il ne fallait pas écrire. Excommunié par sa propre maison, M. Gallimard. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et donc après, tu es attaqué. Tu es attaqué parce que tu traites des sujets que les autres ne veulent pas le traiter. On parle du pouvoir d'achat, on parle de l'insécurité, pourquoi pas, on parle de l'immigration, des sujets qui sont souvent oubliés. Ou en tout cas, ce qu'on ne veut pas voir. Donc, il n'y a pas de label là-dedans Non, il n'y a pas de label. Bon, alors, pourquoi vous en voulez un ? Non, mais le label, ça n'est pas une bonne idée, même si le président a pris la peine de justifier un peu davantage sa position. Reconnaissez. Ah bon ? Lorsqu'il dit que ça n'est pas un label d'État. Ça n'a jamais dit ça. Heureusement que mais je veux dire, le label, c'est très simple. Ce qui se dit sur CNews, il n'y a comme sur tous les médias, pour moi, il n'y a qu'une frontière, la loi. Voilà, ce qui tombe sous le coup de la loi et ce qui tombe sous... voilà, c'est ça le label, en fait, c'est la loi. Donc on ne dit pas n'importe quoi sur ce plateau. Personne ne dira jamais n'importe quoi. Parce qu'il y a un modérateur qui est là pour dire, attention, ce que vous dites tombe sous le coup de la loi. C'est tout. Et tous les médias... Et puis il y a une responsabilité... Pascal Pierre Garbarini. Le label, encore une fois, cette situation-là, elle est le reflet de ce qui se passe. C'est une déresponsabilisation des gens. Vous êtes journaliste, vous avez appris votre métier, vous le connaissez, vous savez où vous devez aller, où vous ne devez pas aller. Point barre. Voilà, c'est la responsabilité de chacun. Et si vous ne la respectez pas, il y a la loi de 1881 sur la presse. C'est hyper clair. Là, on va encore demander à une institution tierce, composée de je ne sais pas qui, nommée par je ne sais pas qui vont prendre des décisions pour juger d'autres personnes en disant « toi, tu es bon, hein ». Mais toi, en revanche, alors toi, c'est pas bon du tout, tu es blacklisté. Mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Richard Millet. Il y a une loi. Richard Millet. Ça, me semble-t-il, c'est la question de la vérité. Voilà. Et CNews est attaqué régulièrement parce qu'il dit la vérité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne la masque pas, qu'on ne la cache pas comme les autres. On va parler du professeur suspendu Julien Thierry, un professeur d'histoire de l'Université Lyon 2 qui est accusé d'antisémitisme après avoir publié sur les réseaux sociaux une liste de 20 personnalités. Mais qui en a parlé, à part nous, au départ ? C'est que si c'était un professeur qui était d'extrême droite ou fasciste, etc., tout le monde en parlera. Qui parle de Matisse en premier ?
alors que toute la presse n'en parle pas. Je rappelle toujours, Matisse, il meurt entre le vendredi et le samedi, et là, un samedi matin à 5h30 du matin. Elliot Deval en parle le dimanche, la première dépêche de l'AFP le lundi à 17h07. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal, ce pays ? Comment il fonctionne ? Donc, et pourquoi ? Parce que c'est un gosse qui est tué sur un refus d'obtempérer. Et ça, par un conducteur multirécidiviste. Donc ça, l'espace médiatique ne veut pas traiter de ça. Il ne veut pas entendre ça. Donc parce que nous en parlons, effectivement, les autres en parlent. Vous regardez le sujet sur Julien Thierry, professeur d'histoire de l'Université Lyon 2, qui est accusé d'antisémitisme après avoir publié sur les réseaux sociaux donc une liste de 20 personnalités qualifiées de génocidaires à boycotter quand même. C'est pas rien. C'est une affaire c'est extravagant ce qui se passe aujourd'hui en France. Bon, il a été mis effectivement de côté. Vous voyez le sujet de Nicolas Roge. C'est sur ces réseaux sociaux que l'enseignant délivre des messages antisémites. Il y a 2 semaines, un professeur d'histoire à l'université Lyon 2 avait publié une liste de noms dénonçant, selon l'enseignant, des génocidaires à boycotter. Dans cette liste, on retrouve de nombreuses personnalités juives, comme l'animateur télé Arthur ou encore l'actrice Charlotte Gainsbourg. Le syndicat étudiant l'UNI et la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme avaient alors contacté la direction de l'établissement pour réclamer des sanctions. Donc on avait demandé à la présidente de l'Université Lyon 2 de sanctionner une première fois cet individu, ce professeur. On n'avait eu aucune réponse favorable, on nous avait juste envoyé un mail en nous disant que la présidente avait pris contact avec ce professeur et qu'ils allaient en discuter. Le syndicat a également retrouvé ce visuel diffusé sur les réseaux sociaux de l'enseignant il y a 2 ans. Sur cette caricature, un homme portant une kippa siglée du drapeau d'Israël dérobe le portefeuille d'une jeune femme tenant un drapeau palestinien. À la suite de ces signalements, la direction a décidé de suspendre l'enseignant en attendant une décision de la section disciplinaire compétente. En effet, la teneur des propos et du visuel que celui-ci a posté sur les réseaux sociaux n'est pas compatible avec les valeurs de la République et de l'université. Le ministre de l'Enseignement supérieur salue cette décision et souligne le silence de la France insoumise, alors même que cet enseignant contribue à un média fondé par des parlementaires insoumis. Alors, il n'y a pas silence de la France insoumise. Au contraire, parce que la France insoumise a parlé. Mais il a parlé il y a quelques jours. Jean-Luc Mélenchon a dit, après des interdictions de conférences sur ordre de tracts d'extrême droite, l'annulation du colloque au Collège de France, c'est l'historien Julien Thierry qui subit un ciblage de la LICRA sous des prétextes fallacieux, destinés à montrer la toute-puissance des accusateurs. On veut surtout faire taire l'auteur d'en finir avec les fausses idées sur l'histoire de France. Honte aux nouveaux censeurs à l'université, solidarité avec cet enseignant éclairant. Tout est là c'est sidérant. Et pardon, mais c'est pas contraire aux valeurs de la République, c'est simplement antisémite. Enfin, je pense qu'il faut aussi nommer la réaction de l'université Lyon 2, contraire aux valeurs de la République. Je trouve ça un peu faiblard par rapport à ce qu'il est reproché. Il faut agir vraiment très rapidement sur l'antisémitisme qui envahit l'espace français. Je veux dire, mais c'est honteux. C'est en plus, c'est une telle négation de l'histoire avec la Shoah, avec ce qu'a vécu la communauté juive. Et ils sont français et ils sont bien dans notre pays. En fait, c'est honteux ce qu'on leur fait. Et aujourd'hui, d'avoir ces résurgences mais avec de l'antisémitisme qui est démasqué, mais on devrait poursuivre à chaque fois. C'est-à-dire que vous grillez un feu rouge, et c'est pas bien, mais vous êtes poursuivi, vous avez 450 € d'amende, vous perdez 4 points ou 6 points, etc. Et il y a des gens qui stigmatisent une communauté, d'accord, en les traitant de génocidaires, et il se passe rien. Marie-Hélène Trémollet, qui est ce Philippe Baptiste qui est bien silencieux souvent, même s'il a salué hier la décision de l'Université Lyon 2 Lumière qui a décidé de suspendre un enseignant-chercheur, écrit-il, autour d'une liste de génocidaires à boycotter. Je le trouve bien frileux. C'est bien frileux, surtout que pour moi c'est le minimum, puisque pour rappel, l'Université Lyon 2, il y avait déjà eu une suspension des subventions par Laurent Wauquiez, les aides de la région Rhône-Alpes, parce qu'il y avait déjà eu un cas, il y avait des personnes au visage masqué qui avaient traité un enseignant de raciste et de sioniste. Donc quand on a une université comme ça, où les événements se succèdent au fil des mois, je pense que suspendre le professeur, c'est le strict minimum, et il faudrait aller plus loin même. C'est très intéressant ce que vous venez de dire. Philippe Baptiste, on dit un mot sur Philippe Baptiste. Oui, alors, non, mais juste parce que là, vous parlez de Fabrice Balanche, qui était le professeur qui avait été visé. Ça revient à ce qu'on disait
disais avant, qui en parlait avant que nous, sur CNews, on en parle? Personne. Et c'est ce qui a ensuite déclenché une action très timide d'ailleurs du gouvernement. Philippe Baptiste est le ministre de l'Enseignement supérieur, ancien directeur de cabinet de, son nom m'échappe, Frédérique Vidal, qui était ministre elle aussi de l'Enseignement supérieur, qui avait essayé de lancer une enquête sur l'islamo-gauchisme. Lui dit l'islamo-gauchisme n'existe pas, donc au moins maintenant il n'y a plus ce problème-là. Et alors on a appris un peu dans le même sujet, il y avait une enquête qui a été lancée sur un sondage géant dans les universités sur l'antisémitisme. Eh bien, ce sondage a été interrompu il y a quelques jours parce que les présidents d'université s'y sont opposés. Donc en fait, on ne peut pas aujourd'hui dans notre pays mener une étude sur l'antisémitisme à l'université à grande échelle parce que vous rencontrez une hostilité au sein des... Et dans le cas de Lyon 2, Laurent Wauquiez avait déjà dénoncé une dérive islamo-gauchiste. Ouais. En fait, ce dont vous vous apercevez partout, c'est combien la pensée de gauche, quand je dis qu'elle est dominante, on va au-delà, elle est ultra dominante et qu'elle empêche d'abord la liberté d'expression, bien souvent, et puis elle empêche effectivement d'autres courants de pouvoir s'exprimer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et la décision obtenue... Pascal Pierre Garbarini. La décision obtenue par la 17e chambre qui a considéré que Raphaël Einthoven n'était pas coupable d'injures parce qu'il avait dit que LFI était un parti antisémite, ce qui permet aujourd'hui donc de le dire, eh bien démontre bien qu'il y a une vraie difficulté avec LFI et que LFI mérite, entre guillemets, là, à mon sens, d'être mise au banc de l'arc républicain. Bon, on va parler des crèches à Noël. Et notamment en Corse, avec Christina Luzzi. Mais juste avant cela, je voulais vous donner une petite statistique qui m'a intéressé ce matin. En France, en 2024, le taux d'emploi global pour la population 15-64 ans. 15-64 ans. À votre avis, combien de gens travaillent sur les 15-64 ans? 68%. 68%. Pour la tranche 15-24 ans, écoutez bien, en 2025, le taux d'emploi en France est de 35%. 15-25 ans. En Allemagne, pour les 20-29 ans, le taux d'emploi est estimé à 77%. C'est fondamental ce que je vous dis, personne ne parle de ça. Les 20-29 ans, 77% des Allemands qui ont entre 20 et 29 ans travaillent. En France, le 15-25, on est à 35%. Ce n'est pas exactement la même statistique. Et selon le Conseil économique, social et environnemental, l'âge moyen d'accès à un premier emploi en France est 27 ans. Oui. C'est évidemment trop tard. C'est évidemment trop tard. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire, entrer à 27 ans avec un CDI, c'est trop tard. On doit travailler à 22 ou 23. Richard Millet. Dans le premier chiffre que vous avez donné, à savoir la première tranche d'âge, oui, il y a le fait qu'une des réussites de l'Allemagne, c'est son enseignement technique. C'est-à-dire, contrairement à la France, où l'enseignement de la technologie est méprisé par tous les profs et tous les élèves. Et parfois par les parents. Hein. Et parfois par les parents. Attention. Surtout par les parents. Parce que les parents, ils sont là-dessus. Quand leur fils a 14 ans veut faire pâtisserie, ils disent passe le bac. Exactement. En Allemagne, vous avez des contrats avec les plus grandes firmes, Mercedes et tout ça, qui donnent des ouvriers qualifiés partout. Ouais. Vous avez beaucoup vendu le fait que la France avait rattrapé l'Allemagne. Sur ce plan-là, c'est pas le cas. Et pas du tout ça. Je vous dis, c'est très intéressant. Le chiffre le plus important peut-être du jour, si on devait retenir qu'un chiffre, on travaille aujourd'hui en France en moyenne à 27 ans. Le premier emploi stable, 27 ans. C'est évidemment trop tard, bien sûr. Bon, les crèches. Parlez-nous des crèches en Corse, parce qu'on va voir un sujet en Corse. Là, c'est bien. Je vous assure, moi, je ne connais pas bien la Corse. Je la découvre. Mais je crois que je vais demander l'exil en Corse. Parce qu'il y a quelque chose dans cette période de Noël qui est merveilleux. Là, il n'y a pas de polémique. On va entendre Alexandre Farina dans le sujet que vous allez voir. La crèche, elle est à l'hôtel de ville d'Ajaccio et personne ne vient s'en plaindre. Elle est à l'hôtel de ville d'Ajaccio et elle est construite, elle est édifiée par les employés municipaux de la direction de l'environnement qui eux-mêmes font leur crèche. Parce que c'est une célébration religieuse et qui est très très importante en Corse et pour célébrer Noël. Noël, hein. Pas les vacances de fin d'hiver, hein. Noël. Mais je crois qu'un jour, vous m'aviez raconté qu'il y avait quelqu'un qui était venu se manifester devant la crèche un jour, non? Oui, mais il est reparti. si vous voulez, mais ça n'a pas de sens, en fait. Il était venu, il était tout seul. Oui, mais il est tout seul et il est reparti tout seul.